Cet intérêt pour l'agriculture depuis toujours, à travers mon engagement à la ferme de rue Montréal, moi, c'était vraiment de démocratiser pas juste l'agriculture urbaine, d'avoir des petits coins un peu de paradis, un petit peu isolés du reste du monde. Tu sais, ça aide à mieux vivre finalement en ville. On le sait, là, la plantation d'arbres, là, c'est extrêmement crucial pour les villes et pour l'avenir, pour la séquestration de carbone et tout ça. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors, bonjour Véronique. On a la chance d'accueillir aujourd'hui Véronique Lemieux dans notre série de balados sur l'innovation qui s'intitule Osons la suite. Donc, on a décidé d'inviter Véronique cette fois-ci pour parler un petit peu avec nous. Véronique fait des choses particulières, on va dire, hein, un petit peu originales. Et nous, on se connaît un peu, hein, donc on va pas cacher les choses aux auditrices et auditeurs. Tu as deux grandes passions. Je vais le résumer comme ça, puis surtout si je dis n'importe quoi, tu m'arrêtes. Donc, l'agriculture urbaine et une qu'on pourrait partager ensemble, le vin. Qu'est-ce qui t'amène vers cette passion-là ou ces passions-là, dans quel ordre, et est-ce que ton parcours naturellement te préparait à ce que tu fais actuellement? Pas du tout. Mon parcours n'avait rien à voir avec l'agriculture, bien que j'ai toujours eu l'intuition ou l'envie de ça depuis très longtemps, mais au moment de choisir, dans le fond, les programmes au cégep, au moment de choisir à l'université, j'avais peur peut-être. En fait, la plupart des gens autour de moi me disaient, tu sais, l'agriculture ou les domaines que j'aimais, du genre la géographie, c'était tous des domaines qui étaient pas payants. Fait qu'on me disait, tu sais, t'es aussi bien de t'enligner sur quelque chose un peu plus sécuritaire, comme le milieu des affaires. Donc, et ça reste quelque chose que je me dis, je regrette absolument pas, parce que c'est vrai que tant qu'à pas savoir quoi faire, aussi bien comprendre comment ça marche le monde des affaires, ça sera jamais perdu, là. Mais il est venu un moment où là, clairement, je me suis dit, bon, là, j'ai fait mes études en commerce international, mais ce sera pas possible de travailler là-dedans, tu sais. Fait que ça, c'est comme un constat difficile quand tu arrives à 25 ans, puis t'es prête finalement pour le monde du travail, et tu dis, ouais, mais moi, être assise dans un bureau, devant mon ordinateur, physiquement, j'en suis incapable, psychologiquement aussi. Donc, de fil en aiguille, je me suis intéressée. C'est intéressant la question que tu m'as posée tantôt, tu sais, dans quel ordre que les choses sont arrivées, parce que au départ, c'est plus la passion du vin qui m'a appelée. Bon, j'avais cet intérêt pour l'agriculture depuis toujours. Ensuite, c'est vraiment la passion du vin qui m'a amenée à me dire, qu'est-ce que je pourrais peut-être me démarrer une agence d'importation privée. J'étais jeune, j'avais pas trop conscience à quel point c'était compliqué, donc je l'ai faite. Aujourd'hui, j'aurais jamais refait ça parce qu'aujourd'hui, j'aurais eu conscience de tout ce que ça impliquait. Donc, évidemment, ça ne fut pas un énorme succès, mais ça a été mon baptême, si on veut, pour le vin. Et justement, ce métier-là m'a amené à rencontrer des vignerons. Et les vignerons avec lesquels j'ai le plus accroché, c'est ceux qui me parlaient de leur terre, de l'écologie, de l'écosystème qu'ils avaient réussi à construire et à mettre en place. Et donc, quand j'ai vu que l'agence d'importation de vin m'appauvrissait au lieu de m'enrichir, tu sais, des fois c'est comme ça les premières jobs. Là, je me suis rendu compte, bon, va falloir que je repense à ce que je veux faire. Mais là, j'étais déjà tellement, j'étais habituée de pas gagner beaucoup d'argent, fait que je me suis dit, ça y est, je me lance en agriculture. C'est pas comme si j'avais lâché une job, tu sais, d'avocate à 80 000 pour me lancer sur une job à 35 000. Là, j'étais comme, j'ai plus grand-chose à perdre. Finalement, je vais me faire plaisir, tu sais, du coup. Et donc, j'ai pris des études. Je suis retournée à l'université pour faire un diplôme en permaculture, par la suite en viticulture. Et là, tout le monde me regardait et me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et là, moi aussi, j'étais un peu paniquée en dedans. Mais à un moment donné, j'ai vu
qu'un poste était disponible d'abord en bénévolat au laboratoire sur l'agriculture urbaine, puis par la suite, dans le fond, il y avait un poste de coordonnatrice de projet de recherche en agriculture urbaine. Et donc, j'ai fait du bénévolat pendant quelques mois avec eux, puis ça a débouché sur un poste. Et c'est là que je me suis trouvée à 35 ans. Quel grand soulagement quand même. Et là, j'en ai 41, donc ça fait 6 ans que je suis sur mon X. Et c'est un soulagement. Tu parles du laboratoire d'agriculture urbaine. Peux-tu expliquer un petit peu oui. Donc, le laboratoire... son rôle, sa mission? C'est nos BNL? Oui, exactement. Okay. Donc, c'est dans le fond... il y a un rôle d'intervention au niveau, par exemple, de la réglementation. Il y a un rôle d'accompagnement, de maillage entre les petits agriculteurs et les grandes entreprises. Donc, vraiment, c'est un hub, si on veut, d'innovation et de réflexion sur l'agriculture urbaine à Montréal. Et c'est un lab, donc il y a des projets de recherche, évidemment. Et moi, j'ai créé mon propre projet de recherche parce qu'à la base, justement, généralement, c'est des chercheurs qui peuvent faire de la recherche. Puis encore une fois, j'ai réussi à me rentrer dans les cracks et je me suis retrouvée à être à la tête d'un projet de recherche parce qu'en fait, j'ai eu une idée suite à des vacances en famille à Brooklyn. Je me disais, mais parce que je travaillais sur la ferme sur le toit du Palais des Congrès et je voyais qu'il y avait un espace vacant sur le toit. Et donc, pendant mes vacances à Brooklyn, les gens m'envoyaient des références de projets que je devrais visiter. Et là, j'ai visité Rooftop Reds et là, je suis revenue au laboratoire en disant, OK, puis là, c'est sûr que là, c'était comme, wow, this is happening. Il faut faire un projet de recherche sur la vigne en ville et peut-être éventuellement rêver à faire une cuvée. Donc, c'est comme ça que tout a débuté. Faire des vignes sur des toits. J'ai toujours cru que plus les racines des vignes étaient profondes, meilleur pouvait être le vin, à moins que tu fasses en sorte que ça devienne une structure au bâtiment, que ça descend à travers les étages. Comment tu fais ça? Ben, je pense que c'est là où mon esprit non conventionnel entre, en ligne de compte, dans le sens que j'étais celle qui disait justement aux gens, ben, vous savez, un bon vin, c'est un vin, issu de vieilles vignes qui vont creuser parfois avec leurs racines jusqu'à 15 mètres dans le sol. Mais à travers mes voyages en France pour mes vignerons, j'ai aussi vu qu'il y avait des vignes qui poussaient sur des roches, littéralement. J'ai vu des vignes qui, des fois, se replantaient d'elles-mêmes dans des arbres. J'ai vu que la vigne, ça poussait pas mal n'importe où, puis n'importe comment. Et donc, ça m'a pas inquiétée. Je me suis dit, on fera pas... Puis au départ, l'idée était pas de faire un grand vin. D'ailleurs, c'est toujours pas l'idée, là. Donc, mon souci, c'était pas de faire un grand cru. Mon souci, c'était de savoir si la vigne était une plante idéale pour la végétalisation en ville. C'était ça, l'objectif. Puisqu'on n'avait jamais encore essayé, étonnamment, cette plante-là. Le houblon avait déjà fait l'objet d'études pour la végétalisation dans les villes, mais pas la vigne. Donc, je me rappelle pas trop où est-ce qu'on voulait s'en aller avec ça. mais non, je te demandais... oui, c'est parti dans mon idée. Ouais, le fait de ne pas pouvoir s'enfoncer profondément dans le sol. Non, mais c'est important. Alors, merci de me rappeler le point de départ. Parce que, justement, après, je suis allée quand même valider avec des agronomes. Et les agronomes avaient un discours beaucoup plus pragmatique. Ils disaient, non, mais en fait, ton intuition est quand même bonne parce que la vigne peut, si elle n'a pas ce dont elle a besoin à la surface, elle peut aller creuser. Puis c'est ça qui est extraordinaire de la vigne. Mais la vigne ne sera pas malheureuse si on la laisse, dans le fond, si on subvient à ses besoins. Et on m'a donné d'ailleurs l'exemple des vignobles en Californie qui étaient sous irrigation automatique et qui, en fait, les racines, ils ont fait plusieurs études, puis dans les vignobles irrigués, les racines ne vont jamais en deçà de 60 cm de profondeur. Fait que tout ça ensemble, ça m'a rassurée, puis je me suis dit, ben, tu sais, de toute façon, on le sait pas, mais le rôle de la recherche,
c'est de savoir si c'est possible. Mhm. Et mon patron du laboratoire sur l'agriculture urbaine, Éric Duchemin, est extraordinaire en ce sens-là. Il dit, c'est pas, arrête de t'inquiéter, l'important, c'est qu'on aille vérifier si c'est possible ou pas. C'est pas que ça marche. On n'est pas dans cette démarche-là. Donc, il n'y a pas d'échec possible en recherche. On cherche des réponses. Et quoi qu'il arrive, on en trouve. Est-ce que vous avez commencé à produire du vin à partir de ces vignes-là? Oui, exact. Parce que, bon, au fil du temps, on s'est rendu compte que non seulement ça fonctionnait, mais elle survivait l'hiver, que finalement, ça fonctionnait très bien. Donc, à partir de la 4e année, on a commencé à faire des tests, des cuvées tests. C'était concluant, mais c'était des très, très, très petites cuvée, puis on a fait ça avec un matériel de vinification très sommaire, si on veut. Oui, très, très, très sommaire. Entre-temps, moi, je suis allée me former en vinification dans un grand vignoble du Québec, au vignoble de la Bauge. Moi, tout m'arrive un peu de fil en aiguille, puis tu sais, par passion, tu sais, je me forme au fil de mes passions, dans le fond. Et là, je suis revenue cette année avec enfin le bagage nécessaire pour pouvoir vinifier. Et oui, il y a une cuvée qui sort. Il y a une cuvée de Vignanville, cette fois, qui sort. Et elle ne sera pas commercialisée parce que ça reste quand même une faible quantité. C'est pas l'intérêt, mais elle sera offerte en dégustation lors des événements liés à l'agriculture urbaine. Vignanville, c'est cool comme nom. Ben, le pire, c'est que longtemps, il fallait que j'envoie des demandes de financement, puis je mettais toujours projet Vignanville. Puis là, mon patron me disait toujours, mais comment tu vas l'appeler le projet? Je suis comme, regarde, pour le moment, là, projet Vignanville, OK? Projet Vignanville. Finalement, on l'a jamais baptisé, puis c'est resté comme ça. Fait que c'est même pas le fruit d'un brainstorm incroyable, on a oublié de le baptiser. Est-ce qu'il pourrait y avoir un avenir à plus grande échelle? C'est pas l'objectif. Okay. Parce que j'ai découvert à travers ce poste-là que j'étais une chercheuse non conventionnelle, parce que j'ai pas le PhD, j'ai pas le bagage, mais j'ai été chercher finalement une expérience dans toute cette aventure. Puis là, il y a une autre découverte, parce que bon, on plante nos vignes dans un substrat à base de verre recyclé. C'est ça, en fait, aussi, que l'on voulait... Parce que je me dis toujours, tant qu'à faire quelque chose de fou, soyons fous, genre. Soyons fous, là, sur toute la ligne, là. Trouvons des façons de vraiment être percutants. Et là, je me disais, oh, wow, ce serait intéressant. Tu sais, je savais que les bouteilles de vin étaient faites à base de silice. En fait, le verre qui les compose, c'est de la silice. Nos sols sont aussi carencés en silice et le sable, ben, c'est de la silice. Donc, pour moi, je me disais, bon, au lieu d'utiliser du sable, utilisons des bouteilles de verre broyé. Ça va être percutant, ça va faire un cycle de l'économie circulaire. Tu sais, un concept que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, mais quand on leur explique, tu sais, avec Vignanville, tout devient tellement clair et accessible. Les gens disent, ah, mais mon Dieu, si on m'avait expliqué l'économie circulaire comme ça, je l'aurais tout de suite compris. Tu sais, en quelques mots, c'est on boit du vin, on met la bouteille dans le bac à recyclage. Le bac à recyclage est ramassé par Tricentris, un centre de tri. Lui cherche des façons de valoriser le verre, il pulvérise le verre. Il nous renvoie cette matière première que l'on mélange à un terreau en y ajoutant un peu d'argile, un peu de matière organique, question que la plante ait à manger. Et de ces vignes-là poussent des raisins que l'on vendange et avec lesquels on refait du vin. Donc, on a la boucle entière. Par contre, justement, quand j'expliquais ce fameux concept-là, on me disait toujours, oui, mais il y a quelque chose que je comprends pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec le verre qui est dans la terre un jour? Tu sais, il va retourner où ce verre-là? Et au début, j'avais pas la réponse. Je me disais, ben, tu sais, en agriculture urbaine, on fonctionne beaucoup en circuit fermé. Fait que je suis pas sûre que c'est un problème. Je pense que ça doit se dégrader avec le temps. Et en apportant cette piste, il y a un mycologue qui m'a contacté. Il m'a dit, tu parles de dégradation avec le temps. Je te propose d'essayer quelque chose. Si tu ajoutes des mycorhizes dans ton terreau, ton verre va se dégrader, la silice va devenir disponible à la plante. Là, j'ai fait « Hein? » Donc là, le projet, là, on sait que les vignes poussent dans du verre. Merci, bonsoir. Pour moi, ce projet-là, il est terminé. Là, j'embarque sur un autre projet qu'on a depuis 1 an. C'est est-ce qu'on est capable de dégrader du verre grâce à l'effet des mycorhizes dans le terreau? Donc,
Donc, est-ce que Vignanville a un avenir? Est-ce qu'on veut coloniser tous les toits de la ville avec de la vigne? C'est pas du tout mon ambition. Moi, ce que je veux, c'est, je veux voir, je veux essayer des choses, je veux qu'on aille chercher des réponses, je veux qu'on trouve des solutions. C'est ça, moi, qui m'habite. Je vais faire une blague vers de terre. Mais Oh non! J'arrivais pas à la... Non, le ver de terre? Mais Ouais. tu sais que c'est pas... Non, mais c'est un vrai enjeu, en fait. C'est un vrai enjeu. Parce que si la seule bémol du ver broyé, je le dis en toute transparence, le seul bémol, c'est que, en effet, les vers de terre, ils n'aiment pas ça. Il y a du bon dans le sens que les limaces, en agriculture urbaine, c'est un problème. Puis souvent, il faut mettre de la bière. On ne sait plus comment faire. Là, on mélange du verre dans le terreau. Il n'y a plus de vers de terre, il n'y a plus de limaces. Mais après, c'est ça, il faut remettre de la vie dans ce terreau-là autrement. Mais oui, c'est pas super bon pour les vers de terre. J'ai ma collègue qui veut te poser une question, mais juste un petit... Mais peut-être, elle est où ta vision? Là, tu dis, ouais, mais on fait de la recherche, puis on veut pas coloniser toutes les... Mais tu carbures à quoi derrière? Tu as un projet? À la curiosité. Non, je le sais, c'est ça. T'as pas un mandat, t'as pas un enjeu, dis moi, c'est ça que je voudrais faire. Je sais pas quand c'est possible. Oui. Rapprochement de l'agriculture et du consommateur. Oui, non, mais ça c'est autre chose, parce que j'ai Vignanville. J'ai été pendant 2 ans vice-présidente de la ferme de rue Montréal, qui est un organisme en agriculture urbaine. Là, j'ai parlé de mon ambition à travers Vignanville. Là, je peux parler de mon ambition à travers l'agriculture urbaine at large, c'est de justement que le citadin reconnecte avec l'art de faire de la nourriture. C'est pas tant pour moi l'agriculture urbaine, c'est pas avec ça qu'on va régler les problèmes d'approvisionnement en ville là, de nourriture. Non, c'est pas ça. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de faire prendre conscience aux gens, aux enfants, que derrière une tomate, il y a beaucoup de travail. Et derrière une tomate bio, il y en a encore plus de travail. Donc, quand les consommateurs arrivent à l'épicerie pour faire des choix, et qu'ils ont différents prix pour différents produits de différentes provenances avec différentes techniques de culture, ça permet aux clients, aux consommateurs de mieux comprendre et de faire des meilleurs choix. Donc, à travers mon engagement à la ferme de rue Montréal, moi, c'était vraiment de démocratiser pas juste l'agriculture urbaine, mais dans le fond, comment on produit notre nourriture, là. Est-ce que, toi, tu as fait le choix de l'agriculture urbaine? Alors que traditionnellement, quand on pense à agriculture, on pense plus à la campagne et tout. Qu'est-ce qui t'attirait dans le choix de l'agriculture urbaine? Est-ce que c'est l'aspect de défi? Ça semble être un challenge plus grand que de faire de l'agriculture urbaine. Qu'est-ce qui t'attirait là-dedans au départ? Premièrement, c'est que j'habite vraiment en ville. Puis au cœur de la ville, j'avais moi-même, dans le fond, une terrasse au Mont-Toit avec un potager. Et je me disais toujours, depuis que j'ai cette terrasse-là, je me dis, c'est fou. En ville, on a tous un toit quasiment, là, ou pas si on est au rez-de-chaussée, là, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de toits. Et c'est un espace qui est inutilisé. Sur lequel il fait chaud. Quand on est en hauteur, on regarde le toit de nos voisins, c'est absolument pas intéressant. Donc, c'était surtout, je pense, mon expérience personnelle, puis et la propre, comment je peux dire, installation de mon toit terrasse potager qui m'a fait réaliser que, attends, là, on a comme de l'espace là ici comme pas possible. Puis c'est pas tant le volet produire en quantité de la nourriture, mais c'est que c'est beau aussi. Hein? Tu sais, c'est tellement beau là de l'agriculture urbaine au lieu d'un toit. Puis en plus, ça rafraîchit les villes. On sait qu'il y a des tonnes de bienfaits. Puis à défaut d'avoir un chalet, moi j'ai pas de chalet dans la vie. Fait que non, mais c'est donc d'avoir un toit terrasse potager, d'essayer de me recréer un petit coin de campagne en ville. Pour moi, ça c'est important. Et donc je me disais, c'est clair que ça doit être important pour plein de citadins. On est tous constamment en déficit de verre. En tout cas, moi, constamment. Tu sais, j'essaie c'est ça, de me rapprocher le plus de la nature possible parce que j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui me manque. Mais j'ai pas les moyens, comme bien du monde, tu sais, d'avoir 2 vies, tu sais, une à la campagne puis une à la ville, là.
Il y a quand même un buzz en ce moment pour l'agriculture urbaine. Puis je pense que c'est encore plus fort depuis la pandémie. Les gens sont plus à la maison, ont plus de temps, sont aussi sont conscients, même sur le plan du développement durable ou de l'environnement, sont conscients de l'impact de la consommation et tout. Comment tu vois ça, ce mouvement-là de popularité vers l'agriculture urbaine? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va durer ou qui va grossir ou qu'est-ce que ça prend, pour faire vivre l'agriculture urbaine? Parce que selon, je t'écoute, puis moi, j'ai quand même toujours un potager à la maison. Et bon, je suis bien placée pour savoir que si tu n'as pas les connaissances suffisantes, le potager, tu as plus ou moins de succès, hein? Puis c'est facile de se décourager. Toi, tu vois l'évolution de l'agriculture urbaine, mettons, dans les 10 prochaines années. Comment tu vois ça? Est-ce que tu penses que ça va s'essouffler un peu puis revenir ou c'est quoi comment tu envisages ça, toi? Bien, moi, je pense que c'est en fait le boulevard Rose. Attendez, je crois que c'était le boulevard. Non, c'était le boulevard Saint-Joseph. J'ai vu des photos du boulevard Saint-Joseph qui dataient d'il y a environ peut-être 75 ans. Là. Et de chaque côté, il y avait des grands potagers. Si on regarde notre histoire récente, ça fait pas si longtemps qu'on a enlevé tout ça. Fait que pour moi, c'est pas comme nouveau. C'est plus de se dire, non, on va renouer. On se rend compte de nos erreurs. On a bétonisé, asphalté, on a compromis, on a beaucoup, nos espaces verts. Et là, on se rend compte que, attends une minute, non seulement c'est agréable d'être dans une ville verte, mais aussi c'est suffocant d'être dans une ville qui est pas assez verte. Et c'est là où vraiment l'agriculture urbaine est, je pense que ça ne peut juste que s'amplifier parce que pour toutes ces raisons-là, finalement. Là. Puis aussi le coût, en ce moment, le coût du panier d'épicerie, qui risque pas nécessairement de rebaisser. Ça, pour pouvoir s'acheter des aliments de qualité, dans le fond, ça devient de plus en plus. Donc, pour les gens, par exemple, je dirais pour la classe moyenne, tu sais, un peu limite défavorisée, tu sais, d'avoir accès à des potagers collectifs et tout ça, c'est crucial. C'est vraiment important, puis ça peut faire vraiment une grande différence dans un budget. Pour ceux que c'est juste un loisir, ben c'est ça, tu sais, en tout cas, moi, ça a changé ma vie, là. Quand je jardine, je ne pense à rien. Donc, il y a quelque chose aussi au niveau de la santé mentale. Puis en ville, ben on le sait, on a un mode de vie beaucoup plus stressant. Il y a plus de bruit, de stress ambiant. Donc, c'est d'avoir des petits coins un peu de paradis, un petit peu isolés du reste du monde, tu sais, ça aide à mieux vivre finalement en ville. Mais vraiment, je pense que et c'est pour ça que, pour moi, l'agriculture urbaine, oui, super, mais la végétalisation, même at large, mais qui nourrit. Parce que, tu sais, on peut planter des arbres en ville, mais si on plante des arbres, par exemple, tu sais, desquels on peut récolter des pommes, des poires, tu sais, on réussit, dans le fond, on atteint plusieurs objectifs en même temps. Puis on le sait, là, la plantation d'arbres, là, c'est extrêmement crucial pour les villes et pour l'avenir, pour la séquestration de carbone et tout ça. Donc, impossible que ce soit juste une mode. On voit, là, je vais te parler un peu d'école. Oui. On voit qu'il y a plusieurs écoles qui vont investir dans l'agriculture urbaine, dans par exemple des potagers. On voit ça surtout dans les écoles primaires, mais on le voit de plus en plus. Oui. Est-ce que tu crois que l'agriculture urbaine devrait être une matière obligatoire à l'école? Est-ce que tu penses qu'on a ce besoin-là comme société? Moi, je crois rarement aux matières obligatoires parce que comment je peux dire? Justement, je trouve que on n'a pas besoin de tous être des agriculteurs. Là, par contre, parce que ça peut décourager du monde, puis il y a des gens qui sont bons à autre chose, là, mais d'avoir ça comme matière importante, tu sais, que ça soit comme, OK, tu as science, mettons, de l'informatique, là, technologie de l'information, tu sais, d'avoir cette possibilité-là, que ce soit pas juste le cours de loisirs, pas important, là. Non, que ça fasse partie du cursus, mais le rendre obligatoire, non, parce que c'est pas fait pour tout le monde. Puis je pense que, tu sais, on veut former
des gens qui ont réussi quand on aime ça. Puis, mais de rendre ça, de formaliser ça comme formation complètement, c'est essentiel. Moi, franchement, si j'avais été dans une école qui offrait cette formation-là, je pense que ça m'aurait donné, j'aurais tout de suite senti dans mon être le plus profond que c'est ça que je voulais faire. Je me serais peut-être moins perdue à essayer de faire autre chose, puis je serais allée droit au but. Tu sais, j'aurais mis toutes mes énergies, tu sais, parce que c'est ça. Mais c'était inexistant dans mon temps, là. Je veux dire, inexistant. Personne faisait ça, puis on n'en parlait même pas. Donc, tu sais, ça, c'était quasiment impossible pour moi, ne venant pas, tu sais, d'une famille de fermiers, de me réveiller à 18 ans puis me dire, hey, moi, dans le fond, je veux être agricultrice urbaine. Tu sais, c'est impossible, là. Il a fallu qu'il y ait tout un cheminement, là, tu sais, puis que je réalise que moi, j'avais besoin de ça dans la vie pour être heureuse, puis parce que c'est pas... Puis je pense aussi aujourd'hui, tu sais, moi, je suis une TDAH confirmée, mais aujourd'hui, c'est vraiment un vrai problème, là. Puis c'est pour ça, tu sais, si j'avais eu dans mon cursus scolaire, tu sais, justement, ce type de matière-là où on peut bouger, se faire aller les neurones en même temps, que c'est de la science qui se mélange à tout ça, ça m'aurait tellement stimulé, là. Ça aurait changé complètement mon parcours scolaire parce que j'ai pas eu ça. Et donc, moi, ça a été quasiment pas un calvaire, mais pas loin. Tu nous disais que ton parcours scolaire, ça n'a pas été super motivant tout le temps. Est-ce que ça a été motivant éventuellement? Bien, c'est devenu très motivant quand j'ai fait mon cours de permaculture à l'Université de l'État d'Oregon. C'est, en fait, depuis que j'ai quitté l'école, pas la vraie école, mais l'école conventionnelle, j'ai jamais arrêté d'étudier. Si quelqu'un m'avait dit ça quand j'étais enfant, j'aurais dit, attends, moi, j'ai juste hâte de sortir de l'école puis de m'en aller en courant, là. Mais après que mon école se soit terminée, j'avais fini business à 25 ans, j'ai commencé à prendre des cours de sommellerie. Après, j'ai commencé à prendre des cours, j'ai fait mon cours de permaculture. Après, je suis retournée à l'ITA, c'est banc d'école, faire un cours sur la viticulture. J'ai fait mon cours de vinification l'année dernière et là, je suis en train de faire un cours en ce moment à l'ITA sur la santé des sols. Donc, depuis que j'ai lâché le cursus conventionnel, en fait, je me rends compte que je vais être une étudiante éternelle. Donc, c'est triste parce que je pensais, moi, que j'haïssais l'école. J'ai cru ça jusqu'à 25 ans. Puis finalement, là, comment je conçois ma vie, mon avenir, finalement, c'est que non, je pense que je veux rester à l'école toute ma vie. C'est fou, pareil. Puis, aussi, tu es beaucoup dans l'innovation. Tu sais, premièrement, juste le concept de l'agriculture urbaine, c'est très innovant. Après, des vignobles sur les toits, c'est innovant. D'utiliser du verre, tout ça, là, c'est de l'innovation en continu. Ouais. Mais tu es aussi, tu sais, je pense que tu aimes apprendre parce que les sujets t'intéressent, parce que tu es sur ton X, parce que sûrement que tu te sens compétente aussi, mais tu es devenue une citoyenne engagée. Je pense que oui. C'est fou. Mais je pense que Est-ce que c'était ton intention toujours ou c'est arrivé... C'est arrivé par accident. Beaucoup de choses. Comment je peux dire? Je pense que, tu sais, c'est ça qui est gênant, c'est je pourrais donner des conférences en train de dire j'avais une idée de trajectoire et là j'ai respecté chaque étape et finalement je suis arrivée aujourd'hui là où je voulais être et c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Ça a été beaucoup d'essais et erreurs. Beaucoup d'échecs, là. On va se le dire. Moi, jusqu'à 30 ans, là, ma feuille de route, là, c'était « ça va, Véro? » C'était pas... ça paraissait, tu sais, les gens disaient « tu te cherches, hein? » Puis jusqu'à 35, les gens étaient inquiets parce que, OK, c'est comme all-in sur l'agriculture, là. D'où ça sort? Pourquoi? Mais il a fallu... Mais je sais pas, je me suis fait confiance, puis c'est d'aimer, c'est ça, d'apprendre, puis d'aimer ce qu'on fait. Puis en fait, le jour où tu trouves ta passion, je pense pas que c'est nécessaire que tout le monde ait une passion et que tout le monde trouve sa passion, mais pour moi, ça a été salvateur. Pour moi, vraiment, là, de trouver ce qui m'intéressait réellement,
ça fait que je me pose plus 12 000 questions. J'en ai pas de plan de carrière, mais je suis plus inquiète. Je sais que ça va bien aller, puis je le sais que je vais avoir du fun, puis que ça va juste... c'est ça. C'est une fois qu'on a trouvé sa mission de vie, c'est que c'est pas... c'est ça, je me lève le matin, ça fait 5 ans, j'ai pas l'impression de travailler. Des fois, je fais des semaines très, très, très ardues. Cette année, j'ai commencé à travailler au vignoble, à la campagne, en Estrie. En plus de ma job au laboratoire, je travaillais 7 jours de semaine. Puis les gens me disaient, mais ça doit être terrible. J'étais comme, mais non, t'as aucune idée, là. I'm having the time of my life. C'est fabuleux de faire ce qu'on aime, tu sais. Puis dis-moi, je vais te poser une question un peu philosophique. Mais imagine que si tu avais été une élève qui fit dans le moule, qui réussit hyper facilement à l'école, pour qui là c'est facile, qui aime l'école telle qu'elle est, il y en a des gens comme ça. Est-ce que tu penses que tu aurais abouti au même endroit? Je pense pas. Ou peut-être que, tu sais, c'est pas une chose qui est pas impossible si j'avais su que j'avais un TDAH ou si j'avais pas eu de TDAH. Parce que ça pour moi, je vous le dis, là, pour moi, c'est un game changer, là, quand même, dans une vie. Puis si j'avais été capable d'assister aux cours de sciences à l'école, puis si j'avais été capable à ce moment-là de comprendre la science, peut-être que j'aurais eu une carrière, tu sais, en recherche avec, tu sais, puis ça aurait été encore plus prestigieux, puis j'aurais écrit dans la revue Nature. Tu sais, des fois, je pense à ça, puis je me dis, wow, peut-être que si j'avais été une élève, là, à son affaire, sans problème de concentration, peut-être que j'aurais fait encore plus. Mais c'est pas mon cas. J'étais incapable de me concentrer à l'école. Il a fallu que je prenne 1000 chemins, puis le résultat est totalement différent. Mais moi, je suis quand même super satisfaite aujourd'hui. Mais le parcours, c'est ça. Pendant qu'on vit, pendant qu'on réalise qu'on n'est pas comme les autres, qu'on ne fit pas, c'est une anxiété puis c'est une inquiétude parce que tant qu'on ne voit pas une première réussite, on se dit, aïe, 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 peut-être que ça ne marchera jamais finalement. Peut-être que c'est voué à l'échec, tout ça. Mais en même temps, ça développe une certaine résilience. Je pense que oui. Je pense que oui, vraiment. Tu sais, aujourd'hui, là, quand les gens me disent, ben là, j'ai pas de financement pour mon projet, puis là, tout était bien aligné. Là, je suis comme, moi, je connais pas ça, là, tout est bien aligné, là. Ça n'a jamais été tout bien aligné. Donc, moi, je suis habituée au chaos et je navigue super bien dedans. Ouais. Comment ça va, l'école des enfants? Il y en a un enfant. Ouais. Alors, l'école de mon enfant, ça aussi, c'est vraiment spécial. Tu sais, ce que j'ai décidé de faire avec mon conjoint en regard à l'éducation de notre fils. On a vu rapidement que notre fils était différent, lui aussi. Tu sais, on est tous différents dans la famille, là. Tu sais, mon conjoint est surdoué. Moi, j'ai mon TDAH. Raphaël, c'est un beau mélange de tout ça. Et lui ne se plaisait pas du tout à l'école. Puis lui, rapidement, on s'est rendu compte qu'il était très, très fort, par exemple, en mathématiques et pas très fort en français. Donc, on a fait le choix difficile de le sortir de l'école. On a essayé du privé aussi, hein. On a tout essayé, mais on a décidé de se faire confiance puis de lui faire un cursus scolaire en fonction de ses intérêts. En fait, je suis partie de mon expérience d'enfance aussi, où je me suis dit, si quelqu'un s'était assis à côté de moi pour m'expliquer tout ce que je comprends pas dans la vie, puis si on avait pu faire des projets qui m'intéressaient, qui venaient me chercher, j'aurais tellement appris vite et bien. Et donc, on a décidé de faire ça pour notre fils. Donc, il fait l'école à la maison. Il y a une professeure privée. On suit quand même comment je peux dire, on n'est pas, on est en lien avec l'école le bureau de l'école à la maison. Mm-hmm. C'est pas du unschooling du tout. On veut qu'il puisse rentrer dans le moule n'importe quand, s'il le désire. Mais c'est vrai qu'entre-temps, ça a changé notre vie parce que on voyait qu'il était super malheureux. Il revenait de l'école, il était épuisé. Il n'avait pas eu sa nourriture intellectuelle. Il n'avait pas été nourri. Il avait été vidé. Puis là, après, il fallait remettre une couche avec les devoirs.
là, on s'est dit, mon Dieu, c'est que ça va... L'école, c'est long, la scolarité, c'est long une scolarité. Donc, si c'est pénible, c'est un calvaire pour la famille, ben ça crée des tensions dans la famille, ça crée des tensions avec dans notre relation avec notre enfant aussi. Donc, nous, c'est la solution qu'on a trouvée parce que on n'en voyait pas vraiment d'autres. Honnêtement, pour le moment, on est très heureux de ça. Je ne sais pas si tu es au courant, mais nous, on travaille sur un projet d'une nouvelle école secondaire qui va ouvrir en août prochain. Et il y a beaucoup de choses dont tu as parlé qui sont en lien avec le projet. Tu as abordé l'aspect de sens, trouver du sens à l'école, dans des situations qui sont liées à la réalité. Parce que quand tu parlais de sciences, je me disais, mais tu ne fais que ça, des sciences. Ah, je sais. Les sciences sont ancrées dans la réalité, mais malheureusement, à l'école, les sciences souvent sont présentées de façon tout à fait théorique. Oui. Même chose pour l'aspect d'interdisciplinarité, l'aspect du développement des compétences globales, donc développer aussi la créativité, la capacité à résoudre des problèmes, aussi la culture de l'essai-erreur. Ce sont des choses qui sont au cœur du projet. Maintenant, moi, je te demande l'école qui te ferait rêver, l'école qui serait idéale pour toi, pour ton enfant. Elle ressemblerait à quoi? Bien, justement, une école où il y a un peu plus... je pense que j'ai une idée précise d'un truc que je me disais, parce que mon fils adore travailler sur des projets personnels. Il a ses heures de cours qu'il doit faire, puis il y a aussi des périodes de travail personnel sur lesquelles moi ou des collègues à moi, par exemple, on peut intervenir. Tu sais, on le met en lien avec des gens. Lui, tripe jeux vidéo. Mon conjoint travaille dans les jeux vidéo. Donc, quand les bureaux étaient ouverts, mon fils allait parfois une après-midi voir, OK, c'est quoi qu'un programmeur fait dans la vie? Tu sais, des choses comme ça. Donc, je pense qu'une école qui pourrait convenir à beaucoup d'enfants et qui permettrait de mettre en perspective les apprentissages, c'est une école qui permet d'avoir des plages pour des projets personnels, mais et pas juste des projets personnels qui peuvent être liés à des industries. Comme si, par exemple, l'enfant dit, mais moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'aimerais ça, comprendre c'est quoi exactement le travail d'un programmeur en intelligence artificielle. Donc, tu sais, avant... parce que je trouve qu'on arriverait justement au secondaire, on arriverait au collège avec tellement une meilleure idée de nos forces, de nos envies profondes. Donc, pour faire court, là, une école où il y a des plages horaires libres, mais accompagnées, auxquelles on a accès à des ressources, puis que la prof peut dire, bon, ben écoute, toi, ce qui t'intéresse, c'est vraiment la plongée sous-marine. Même si tout le monde te dit que, ben voyons, il n'y a rien à faire avec ça, la plongée sous-marine, là, la prof peut mettre en lien avec un vendeur d'algues qui fait de la plongée en eau froide, dans le Saint-Laurent. Puis, et moi, je trouve que ça, là, pour un enfant, puis même pour moi, puis pour n'importe quel humain, là, c'est magique, là. C'est magique. Donc, moi, ça, ce serait une école idéale pour moi. Eh bien, je trouve que tu es très cohérente entre ce que tu nous dis de qui tu es, où tu es rendu. Puis moi, ça me touche beaucoup, tout ce qui est problématique de TDAH, parce que je pense que la moitié des gens qu'on a vus en podcast les dernières fois sont des gens qui ont dû se battre pour se réaliser. Quelque part, ça fait des gens encore doublement plus forts. Parce que l'école, malheureusement, elle est en train de changer. En tout cas, tu sais qu'on y travaille fort pour la changer. Elle ne s'adapte pas aux jeunes. C'est le jeune qui doit absolument s'adapter. Et puis, on le sait, maintenant, chaque enfant apprend de différentes façons. Et puis, Isabelle te l'a dit, on est en train de construire une école différente sur laquelle chaque enfant va avoir son espace de terre pour cultiver. On va avoir beaucoup de jardins communautaires, on va avoir des serres pour continuer
de cultiver l'hiver. Je t'en ai parlé, on va planter des vignes, on va faire du vin, parce que c'est pas juste faire du vin pour faire du vin, mais il y a de la chimie dans le vin, il y a plein de choses à apprendre. Il y a plein de notions à apprendre. Oui. Donc ce qu'on oublie souvent ou ce qu'on ne fait pas, c'est donner du sens aux apprentissages. Oui. Et tu vois, tu parles de ton fils qui va à l'école, puis il s'accroche pas. Tu as eu le courage quelque part on va pas dire de le déscolariser, c'est pas ça, là, mais lui offrir c'est pas une déscolarisation. Lui offrir une école à la maison différente pour justement... Inventer un modèle, tu sais, à défaut de trouver un modèle, ben on est comme, regarde, on est déjà pas super conventionnel, là, moi et mon chum, fait qu'on s'est dit, rendu là, tu sais. Je trouve que tu es très cohérente. C'est faire les choses différemment pour quelque part être bien. Être aligné sur sa mission, sa vision. Et puis, moi, je dis des fois, il vaut mieux que ça prenne 5-6 années de plus que faire un job conventionnel où tu t'ennuies toute ta vie. Là. Puis au final, tu as peut-être des bonnes conditions, puis tu te retrouves dans une prison dorée parce que ton job te permet de faire un paquet de choses, mais au final, aujourd'hui, on voit une femme passionnée, une femme énergique, avec 1001 idées. En tout cas, moi, je préfère voir ça que si tu avais fait autre chose de plus conventionnel. Tu apportes quelque chose à la société. Tu veux changer. Tu as une mission, là. On sent que tu as envie de changer des choses. Tu as envie que les gens, si j'ai bien compris, prennent conscience. On ne veut pas forcément qu'on soit complètement autonome en vie. Ça va être difficile, voire impossible. Hein, mais prennent conscience du produit qu'ils ont entre les mains. Si on pouvait savoir dans les supermarchés d'où venait tel truc, ce qu'on n'est pas capable encore, je trouve ça vraiment dommage. Je suis d'accord. J'étais dans un bar, à un moment donné, il y avait un menu avec des bières, puis à côté, c'était marqué le nombre de kilomètres. Ça vient de 12 kilomètres, ça vient de 6300 kilomètres, ça vient de... c'est une prise de conscience. Il dit, je veux acheter la locale, parce que je sais que c'est local. Et malheureusement, quand est-ce qu'on sait vraiment d'où viennent les produits? Puis des fois, ils disent local, mais en fin de compte, c'est plus ou moins local, mais bon... Mais c'est possiblement grâce à des initiatives comme la tienne qui fait prendre conscience aux gens. Puis je pense que ça, souvent, ça a bien plus d'impact que dire on va transformer tous les toits de Montréal pour qu'on puisse... Oui, c'est super, mais on s'entend qu'on n'y arrivera pas, malheureusement, jusqu'à là. Mais il y a une forme de... En tout cas, c'est un projet qui me touche beaucoup. Puis je suis content que tu sois arrivé où tu es arrivé, quelque part, même si ça t'a pris plus de temps. Mais on apprend beaucoup. Puis ce que j'entends chez toi, c'est beaucoup de... Nous, on met beaucoup l'accent sur le développement de compétences, en bon français, les soft skills, l'esprit critique. Puis on n'abordera pas notre sujet. L'importance de l'esprit critique actuellement. Oui, et l'importance de la culture générale dans un monde où, la robotisation est imminente de plein d'opérations. Donc, on n'a peut-être pas besoin d'être un spécialiste dans telle chose, mais par contre, on a besoin d'avoir une bonne vue d'ensemble de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe en général, dans plusieurs domaines, justement, l'importance d'être très interdisciplinaire, d'aller chercher, de se nourrir d'éthique, de philosophie, d'économie, de science. Puis avec ce savoir-là, on arrive à prendre un pas de recul et à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et donc apporter des solutions qui sont plus appropriées. Donc, ça aussi, j'ajouterais ça à mon école idéale de demain, une école où, finalement, un retour vers la culture générale. Oui, puis d'explorer. Ne pas avoir peur de provoquer, ne pas avoir peur de questionner, ne pas avoir peur on a trop facilement tendance, je trouve, à suivre sans forcément s'arrêter en disant hey, est-ce que c'est vraiment là qu'on veut aller ou est-ce que ça répond vraiment à mes besoins? Je voudrais revenir sur... on parle souvent de essais, erreurs, chaos, puis c'est très relié à l'innovation. Hein. Qu'est-ce que tu as appris, toi, à travers tes échecs? C'est un grand mot, c'est pas un échec. Tes erreurs, qu'est-ce qu'on apprend en tant que personne? Qu'est-ce qu'on développe comme qualité? Moi, en tout cas... Pour moi, c'est faire confiance à mon intuition. Parce que, en fait, on le sait, les gens qui ont des intelligences un peu différentes, qui fonctionnent différemment, tu sais, souvent, justement, à l'école, quand on me disait « écris la démarche ».
c'était une torture parce que je me disais non, je le sais, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais. Je le sens. Incapable de écrire comme tel le processus qui s'est passé dans ma tête, mais j'ai comme la forte conviction que j'ai la bonne réponse ou que j'ai une partie de la réponse. Tu sais. Donc, je pense que c'est ça, c'est d'accumuler. Moi, mon processus ou comment ce que j'ai appris là-dedans, c'est moi, ce qui fonctionne, du moins pour moi, c'est de vraiment rester informée et curieuse et de lire énormément sur plein de sujets qui peuvent se croiser. Des fois, on pense que non. Des fois, j'écoute une entrevue, je pense que ça me servira pas puis que je me fais juste plaisir. Puis finalement, j'ai des big wow moments, là, tu sais. Donc, finalement, et toute cette information-là arrive apparemment dans mon ordinateur et est processée d'une façon que je ne comprends pas. Mais c'est ça. La plupart de mes très bonnes idées, c'est dans des moments où je m'étais jurée de plus travailler. Je me suis dit, là, prends un break. Là, mets ça de côté. Là, je m'en vais en voyage. Là, je vois plein de choses. Là, je suis comme, c'est pas grave si ça n'a pas rapport avec l'agriculture. Là, c'est pas grave, c'est de l'art. Tu sais, je me nourris d'autres choses. Et là, je me rends compte, attends, j'ai peut-être trouvé une réponse à quelque chose, tu sais, du travail. Et donc, moi, ce que j'ai appris, c'est à faire confiance à mon intuition. Puis, parce que j'en ai pas de méthodologie, puis j'en aurai jamais peut-être. Mais c'est ça. Il y a quand même pas parce que j'ai pas de méthodologie claire que le résultat n'est pas valable. Fait que quand mon fils est malheureux à faire ses démarches je sais que c'est important, c'est comme exercice, mais je lui dis, tu sais quoi, dans la vraie vie, là, si tu te trompes pas souvent, là, le monde va accepter là, que t'as pas à documenter tant que ça, là, puis que ton intuition, quand elle est bonne, ben coudonc, elle est bonne, tu sais. Mais c'est une belle. Et des fois, elle n'est pas bonne, puis on se trompe, puis c'est pas grave. C'est une belle définition de la créativité que tu nous as partagée. C'est faire des liens entre des sujets différents pour, à un moment donné, il se passe quelque chose, il y a une étincelle, peut-être tu mentionnais, ça prend un certain recul, une certaine réflexion sur rien à un moment donné pour dire et c'est là que le lien se fait, alors que si on est dans un contexte complètement différent, souvent notre cerveau est en pause et en tout cas c'est super. C'est vrai que la théorie de la créativité là, les grands créateurs là, très connus, là, souvent, c'était des gens, pensons à Léonard de Vinci, par exemple, là, qui portait plusieurs chapeaux. La plupart des gens très, très créatifs sont des polymathes, là, ils s'intéressent à plein d'affaires, sont hyper curieux, ont une bibliothèque interne super garnie. J'aimerais te ramener sur le sujet de l'école, parce que quand tu parles des projets que tu fais vivre à ton fils, Moi, j'aimerais te partager une vision que j'ai parce qu'à la future école secondaire, on souhaite faire vivre des projets, je te dirais, de nature qui visent l'entrepreneuriat social. Donc, de petite, de moyenne et de grande envergure selon l'âge des jeunes. Mais un de mes souhaits, c'est de faire des partenariats avec soit des organismes communautaires ou des entreprises et que ce soit eux qui nous proposent des problématiques ou des situations et que les jeunes choisissent parmi ces situations-là. Est-ce que... j'en profiterais bien pour te demander si c'est un partenariat qui t'intéresse, mais oui, vraiment, là, ça c'est sûr, là, complètement, oui. Mais est-ce que pour toi, la collaboration entre la communauté, l'entreprise et l'école, c'est le futur. Est-ce que c'est une des voies vers créer une société qui est engagée, qui est axée vers le développement durable? Bien, complètement, parce que, en fait, le problème, justement, je trouve, de l'école actuelle ou de celle que moi j'ai connue, c'est que finalement, c'est tellement déconnecté. Tu sais, on arrive justement sur le marché du travail pour se rendre compte, quand moi je suis arrivée, oups, c'est pas du tout ça que je veux faire. Oh my God, qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais? Donc, je pense que s'il y avait des ponts plus tôt avec la vraie vie, là, si on veut, ben, ce serait plus stimulant et ça permettrait aussi
de mieux savoir, là, parce que si le monde d'après, le monde professionnel va nous convenir. Là. Puis est-ce que... Et je pense que aussi, les entreprises ont intérêt des fois à aller chercher en dehors de la boîte parce que, tu sais, je suis persuadée que, dans le fond, tu sais, il n'y a pas de raison que des jeunes de 15 ans qui font des brainstorms, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas des vraies solutions d'avenir qui sortent là-dedans. Moi, justement, je trouve que des fois, l'intuition, ou moins on a d'informations sur une situation et plus on est étranger à elle, des fois, meilleure est notre lecture. C'est particulier, ça, mais c'est quelque chose que je remarque souvent. C'est pour ça que c'est important entre gens de se coacher puis d'aller chercher des coachs qui sont dans des industries complètement différentes, parce que justement, ils disent, écoute, moi, je t'écoute parler, je suis pas au tout courant de tous tes enjeux d'agriculture, mais je peux te dire une chose, moi, j'entends ça, puis là, t'es comme, aïe, 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 incroyable. Donc, c'est une source d'information qui peut être aussi hyper intéressante là, pour l'entreprise. Qui sont tes modèles à toi dans ton domaine? Dans mon domaine, il y a vraiment une personne qui m'a percuté beaucoup. Elle le sait, je lui répète à tous les jours. C'est Suleika, mon petit, celle qui a démarré The Market Gardener, la compagnie de Market Gardener. Donc, Jean-Martin Fortier et moi, on se ressemble un peu, dans le sens que, tu sais, on est des doueurs, let's go, on fait plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, tu sais, tu as besoin d'envie de quelqu'un pour t'encadrer, puis t'amener plus loin, puis justement, tu sais, de sortir un peu le nez du guidon. Et elle, ce qu'elle a construit autour de Jean-Martin, puis ce qu'elle fait aujourd'hui, je trouve ça extraordinaire, mais aussi, c'est une mentor exceptionnelle parce que c'est une femme, elle a à peu près mon âge, et elle m'a, quand j'ai des grandes décisions professionnelles ou de vie, puis souvent c'est des décisions qui sont ensemble parce que ma vie, comment je peux dire, moi c'est ça, c'est plus une job pour moi, c'est une mission, donc tout est comme lié. Je vais la voir, puis dans le fond, il y avait l'année dernière, on m'avait offert d'être animatrice d'une émission qui allait toucher les jardins, l'horticulture et tout ça. Une offre qu'à la base, tu dis, oh, ça y est, mon Dieu, c'est mon heure de gloire, I made it. Puis là, tu sais, tu t'emballes et tout. Et là, après, j'arrivais pas à signer le contrat, puis j'ai été la consulter, puis elle m'a dit, oui, mais c'est parce que toi, ton rêve, Véro, là, c'est quoi, là? Puis là, j'ai dit, mais moi, mon rêve, dans le fond, moi, je veux faire du vin. Puis je veux que les gens, quand ils vont boire mon vin, ils se disent, wow, tu sais, puis qu'ils aient conscience de l'univers qu'il y a derrière ce vin-là. Elle dit, OK, donc, dans le fond, si tu acceptes cette job-là, est-ce que ça te ralentit? Est-ce que ça te fait faire du surplace ou ça t'accélère en direction de ton rêve? Et là, j'ai fait, tu sais quoi? Ça me ralentit. Parce que dans le fond, c'est bien hot tout ça, mais si j'étais à la télé, je peux plus aller dans le champ, je peux plus apprendre à faire du vin, il va falloir que j'annule mon cours de vinif. Et là, c'est tellement devenu clair. Tu sais, la question, est-ce que ça te ralentit, ça te fait faire du surplace ou ça t'accélère? Et ça, c'est le meilleur conseil de vie qu'on m'a donné. Et donc là, j'ai dit, hey, c'était vraiment une belle offre, mais je peux absolument pas la prendre. C'est pas ça que je veux faire, moi, dans la vie, tu sais. Fait que c'est pour ça, oui, c'est ma mentor. Parce que son expérience de vie, est précieuse, puis ses conseils sont vraiment, vraiment précieux. Véronique, le temps passe. Écoute, je pense qu'on pourrait t'écouter encore un petit moment parler. T'es tellement rafraîchissante. On sent la fougue et la passion, puis ça, moi j'adore ça. J'espère que tu vas rester aligné. Puis là, tu l'as enligné. Puis là, je pense que tu l'as mentionné juste à la fin. Je trouve ça super. À partir du moment où on sait où on veut s'en aller, là, puis c'est ce que je dis souvent moi aux jeunes. À un moment donné, vous allez savoir ce que vous voulez faire. Il n'y a rien qui va vous arrêter. La problématique, c'est qu'est-ce que tu veux faire, où tu veux t'en aller, c'est quoi ta mission, c'est quoi ta vision. Et c'est là que c'est important de mettre à profit un paquet de choses aux enfants pour qu'ils puissent toucher, touche, goutte, t'as pas ça. À un moment donné, tu vas dire, hey, ok, c'est ça. Tu vas le savoir à 12 ans, tu vas le savoir à 20 ans, tu vas le savoir à 40 ans,
Mais à un moment donné, plus tôt tu le sais, mieux c'est. Mais là, regarde, tu as fait la très belle démonstration que quand on sait où on veut s'en aller, puis même si on a des choix qui peuvent être hyper intéressants, hein, tu le mentionnais là, ben non, ça me désenligne, ça me fait prendre du retard. En tout cas, j'espère qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont écouter ce balado-là, parce que bien souvent, on a beaucoup de jeunes, ce sont des jeunes qui réussissent à l'école souvent, donc ils pensent, ils sont alignés, ils veulent faire 5 professions, le reste, ils savent même pas ce que c'est. Et c'est important de leur montrer qu'il y a des parcours qui sont différents pour arriver, puis je t'entends, pour arriver vers le bonheur. On te sent heureuse, on te sent passionnée, on te sent bien, alors qu'il y a des gens qui en tout cas, je dirais pas de nom là, qui font des super boulots théoriquement, mais ils sont pas heureux dans leur vie. Sont pas heureux. Alors que là, on sent une femme là, qui est super heureuse, qui est cohérente avec l'éducation de son enfant, en disant hey, c'est pas vrai qu'il va faire la même chose que moi là. C'est pas vrai qu'entre guillemets il va souffrir. Hein, j'exagère sur le mot souffrir. Peut-être t'as le courage. Puis j'espère qu'il y a des parents qui vont nous écouter en disant écoutez, nous notre mission là, c'est d'adapter l'école envers vos enfants. Mais malheureusement, on n'a pas toutes les écoles comme on essaye de faire, même si c'est difficile. Puis à un moment donné, soyons courageux. Ça ne fonctionne pas. Là. Fais autre chose avec ton kid. Prends-le, puis pars, voyage, fais-lui découvrir autre chose. Puis à un moment donné, quand il va avoir besoin des notions théoriques, là, tu le sais, là, tu vas aller chercher. C'est ce que tu fais actuellement. J'ai pas ça, hop, je vais le chercher. J'ai pas ça, hop, je vais le chercher. Il me manque ça. Parce que ça a du sens et c'est là que tu en as besoin. Donc c'est là que l'apprentissage, il se fait vraiment adéquatement parce que c'est une utilisation immédiate. C'est pas un savoir pour un savoir qui est complètement oublié 2 semaines plus tard. Un énorme merci. Merci à vous. Merci à vous deux. Franchement, quel honneur de pouvoir participer à ça. Vraiment. Très intéressant. Et oui, collaboration avec grand plaisir. Et c'est ma mission de vie. Puis je l'ai souvent dit à Hugo, tu sais, j'ai pas, c'est drôle la question, moi, tu sais, la question de l'argent, pour moi, c'est quelque chose qui existe même pas, dans le sens que moi, j'ai envie de propager la bonne nouvelle, dans le sens que, tu sais, avec les écoles, j'ai envie de donner mon temps. La plupart des gens qui travaillent dans l'agriculture urbaine font beaucoup de bénévolat, puis c'est normal, puis donc oui, avec grand plaisir, n'importe quand, n'hésitez surtout pas à me solliciter pour des ateliers, pour d'autres conférences, pour quoi que ce soit. Ça donne du sens à tout ce que je fais. C'est certain qu'on va le faire. Un grand merci, Véronique. Merveilleux. Merci. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Salut. Bonne journée.